Bonjour, chronique bande dessinée aujourd'hui, manga avec le premier tome de Monster de Naoki Urasawa. Alors premier tome, premier volume dans son édition dite intégrale de luxe qui reprend deux numéros de l'édition originale. Donc les numéros 1 et 2, il se passe en gros la même chose ici qui se passait pour 20th Century Boys dont je vous avais parlé déjà auparavant. Donc le titre original de la série c'est Monster, plus précisément pour cette version intégrale c'est Monster Kanzenban. L'histoire, c'est très discrètement annoncé, est coécrite avec Takashi Nagasaki, comme pour 20th Century Boys et bien d'autres choses encore. C'est traduit du japonais et adapté en français par Thibaut Desbief. C'est publié aux éditions Kana dans la collection Big. La BD originellement date de 1995, puis compilée en 2008 et 2010. Cette édition française de 2015, et c'est un volume de 428 pages. Je retourne au manga d'Urasawa Naoki après une longue pause et avec une autre série. Jusqu'ici, je vous parlais de 20th Century Boys, série qui a connu des hauts très hauts et des bas très bas. Seulement la récurrence de plus en plus marquée de ces derniers et le sentiment que tout cela n'allait nulle part m'avaient amené la mort dans l'âme à lâcher l'affaire avec le tome 10 de luxe. Il n'en restait plus que deux pourtant, mais je ne me le sentais pas, vraiment pas. Peut-être un jour y reviendrai-je, mais pas tout de suite. Cependant, je n'en avais pas forcément fini pour autant avec Urasawa Naoki, ne serait-ce que parce que mon scepticisme un peu navré concernant l'évolution de 20th Century Boys était partagé par d'autres lecteurs, qui ne manquaient cependant pas de louer d'autres BD de l'auteur, et surtout, de manière assez unanime, Monster. Plus récemment, une longue et très intéressante interview dans la revue Atom a enfoncé le clou, et je me suis dit que je pouvais bien tenter de nouveau de lire une BD de l'auteur, et que cette BD serait Monster. Monster, au milieu des années 90, semble-t-il une BD qui a compté dans la carrière de l'auteur, car beaucoup plus personnel et beaucoup plus sombre aussi que la plupart des mangas qu'il avait commis jusqu'alors, des mangas sportifs notamment, qui avaient remporté un immense succès au Japon. Monster sous cet angle était donc d'une certaine manière un pari, et même un sacré pari, et il s'est avéré payant. La BD a connu un grand succès à son tour, qui a aussi, semble-t-il, favorisé l'exportation des œuvres de l'auteur. On semble considérer dès lors que Monster est la série qui a ouvert la voie pour d'autres, comme 20th Century Boys donc, mais aussi Pluto, une BD semble-t-il très bien notée mais que je n'ai jamais osé lire de peur que mon ignorance totale du matériau source chez Tezuka m'empêche de vraiment apprécier la chose, ou plus récemment Billy Bat. Mais Monster se singularise d'emblée par son genre et par son contexte. Si les trois autres séries citées comportent toutes des éléments relevant de l'imaginaire, et notamment de la science-fiction, Monster est pour l'heure en tout cas un thriller. Il s'y passe assurément des choses très très étranges, mais rien de frontalement fantastique ou SF dans l'immédiat. Ensuite, et c'est un choix assez surprenant pour le coup, la BD se passe bien loin du Japon, en Allemagne, entre les années 1980 et 1990, avec la chute du mur pour point de pivot. Les premiers épisodes prennent place en 1986, les suivants 9 ans plus tard. Une grosse ellipse qui annonce peut-être celle de 20th Century Boys. Ce pari de délocaliser l'intrigue était pour le coup très casse-gueule, mais je ne me sens vraiment pas de dire si Monster à ces égards sonne juste ou faux. Notre héros est cependant un japonais, faut pas déconner non plus. Le docteur Temma. Jeune et brillant chirurgien, il s'est expatrié et travaille dans une riche clinique de Düsseldorf, où il est de toute évidence promis à un brillant avenir. Car il n'est pas seulement brillant, il est aussi conciliant. Il obéit aux ordres, se fait piller ses travaux de recherche sans sourciller. Bon, et il va épouser la fille du patron aussi. Il est assez effacé finalement, poli, aimable. Mais un drame se produit qui lui fait ouvrir les yeux. Une nuit, la direction ordonne au médecin de déprogrammer une opération pour s'occuper en urgence d'un chanteur d'opéra. L'ouvrier turc qu'il devait opérer, confié à des moins habiles, ne survit pas à ce changement de planning. Temma perçoit alors combien l'ambiance à l'hôpital est délétère. Seul l'argent compte et la réputation au seul prisme de l'argent. La direction se moque bien des patients. Les supérieurs et les collègues de Temma n'ont pas la moindre éthique, jusqu'à sa fiancée qui est d'un cynisme achevé. C'est à vrai dire un personnage beaucoup trop détestable à mes yeux. J'y vois la principale et peut-être la seule fausse note de ce premier volume. Une autre nuit, l'histoire semble se répéter. On amène en urgence à l'hôpital deux enfants d'un couple de ressortissants de l'Allemagne de l'Est qui venaient juste de franchir la frontière et qui ont été sauvagement assassinés sous les yeux des petits. La fille est psychologiquement affectée, mais le petit garçon est blessé par balle et seul un chirurgien d'exception tel que Temma est en mesure de le sauver. Mais voilà que la direction ordonne à Temma de laisser tomber et de s'occuper en priorité d'un autre patient, le maire de Düsseldorf. Temma refuse. Pas de passe-droit pour les huiles, pas après ce qui s'est passé avec l'ouvrier turc. Le bon docteur sauve le petit garçon, et le maire meurt dans la nuit.
La carrière de Tenma est foutue. On ne le vire pas, il est trop utile pour cela, mais il n'a aucun espoir de progression, ses recherches ne donneront jamais rien faute d'appui, et sa fiancée le plaque aussitôt et très salement pour un collègue moins tatillon en matière de morale. Qu'importe, Tenma, dans cette rébellion, a retrouvé l'âme du vrai médecin, le sens ultime de son métier. Mais un autre événement se produit bientôt, une série de morts mystérieuses qui affectent la direction et le personnel de l'hôpital. Ces décès très ciblés arrangent en fait les affaires de Tenma d'une manière totalement inattendue. Il peut finalement faire carrière. Ce qui ne manque pas d'éveiller les soupçons de la police, et notamment de l'intimidant détective Rogue, lequel ne dispose cependant pas du moindre élément à charge contre le jeune et brillant chirurgien japonais. Tout ceci, un long, indispensable et très habilement conçu prologue qui occupe la moitié de ce volume, soit comme pour 20th Century Boys, le premier volume standard de la série. Cette intégrale de luxe donc rassemble dans chaque tome 2 volumes de l'édition originale. La série prend alors son envol, après une ellipse de 9 ans. Le monde a changé autour de Tenma. Le mur est tombé, l'Union soviétique s'est effondrée, la guerre froide n'est plus. Lui, il est toujours ce brillant chirurgien, discret mais serviable, que ses patients adorent. Mais la rumeur de meurtre inexpliqué dans plusieurs endroits en Allemagne parvient aux oreilles du chirurgien, qui est bien obligé, une fois encore, d'ouvrir enfin les yeux, lui qui était porté à les garder éternellement fermés. Cette fois, il ne s'agit pas de l'amoralisme d'éminente figure de sa profession, mais bien de sa responsabilité personnelle. Ces meurtres, Tenma est amené à comprendre qu'ils ont peut-être été commis par Johann, ce petit garçon qu'il avait sauvé 9 ans plus tôt. Dès lors, n'a-t-il pas sa part de responsabilité dans les assassinats commis par son patient qui n'a survécu que grâce à lui? Il avait pourtant l'air si innocent, comme tout petit garçon de 10 ans. Le remords, la crainte d'y être effectivement pour quelque chose, même si cette manière de s'accaparer la responsabilité des actes commis par son patient a sans doute quelque chose d'égotiste et d'invasif, tout cela incite le bon docteur à agir, quitte à sacrifier sa carrière, de toute façon menacée par l'enquête de police qui rouvre opportunément. Mais la priorité est bien de retrouver la sœur du monstre, car elle est probablement la seule à même d'expliquer ce qui s'est passé. À ceci près qu'elle est amnésique, comme de juste, et placée dans une famille d'accueil qui n'a jamais pu se résoudre à lui révéler qu'elle a été adoptée, que ses parents biologiques ont été assassinés, et qu'elle avait un frère, de longue date disparu. Je ne suis pas, de manière générale, très client du genre thriller. Laissé entre trop de mains médiocres, il a quelque chose de souvent bien trop mécanique à mon goût, a fortiori quand cette mécanique est très apparente, sans qu'il s'agisse pour autant de véritablement jouer de ce dispositif. Il y a certes des exceptions chez les plus roublards et futés des maîtres du genre, Hitchcock en tête comme de juste. Avec Monster, pour l'heure en tout cas, Urasawa Naoki, par chance, se montre un de ces maîtres roublards et futés. La mécanique est là, voyante, mais elle fonctionne admirablement bien. Ce premier volume de Monster est le légendaire page turner que l'on nous promet toujours dans le genre. Il est clair qu'Urasawa Naoki sait raconter une histoire, lui et son compère Nagasaki Takashi, qui est discrètement de la partie comme souvent. Et c'est d'une efficacité admirable. Littéralement la BD que l'on ne lâche pas une fois qu'on l'a entamée, et qui, une fois la dernière page retournée, incite à se précipiter aussitôt chez son dealer de BD pour acquérir une dose de plus. Je vous parlerai du coup très prochainement de la suite, les tomes 2 et 3 dans un premier temps. Mais l'habileté narrative d'Urasawa Naoki est en même temps d'ordre graphique. La finesse, la limpidité, la vivacité de son trait sont proprement admirables, comme elles le seraient plus tard dans 20th Century Boys, à un point que je n'ai jamais mis en doute, et je suppose dans d'autres titres encore. Le style graphique d'Urasawa Naoki bénéficie d'une vraie personnalité, il est immédiatement reconnaissable, mais son principal atout réside dans cette admirable fluidité, qui n'est pas si commune dans le monde du manga, tout particulièrement au regard des scènes d'action. Le découpage précis mais sans esbrouf s'associe à la clarté des situations comme à la très habile caractérisation des personnages pour donner un résultat impressionnant qui emporte l'adhésion tant tout semble couler sans effort. Une simplicité qui ne vaut que pour le lecteur car on devine derrière un travail très attentif de l'auteur. C'est remarquable, véritablement remarquable. Autant dire que je suis très enthousiaste au sortir de ce premier volume de luxe de Monster. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est bel et bien un modèle de thriller très bien conçu, toujours fluide, toujours palpitant, animé par de bons personnages, la fiancée mise à part, trop caricaturale, et avec à l'arrière-plan un fond éthique d'une profondeur insoupçonnée. Ça se dévore de la première à la dernière page, et on réclame illico la suite, qui ne tardera pas. Donc, demeure pourtant une crainte, celle que, sur la durée, Monster s'essouffle, à la manière de 20th Century Boys. La déception serait alors à la mesure de l'enthousiasme initial. Espérons qu'il n'en sera rien, et gardons-nous de trop anticiper ici. Le plaisir de la BD, c'est d'abord ici et maintenant, ce premier tome de Monster emporte sa peine l'adhésion.